Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons étudier un concept fondamental pour la pensée en général et la politique en particulier, mais tragiquement déformé par la modernité. Il s'agit du concept de totalité. D'aucuns auront remarqué que nous n'utilisons pas le terme de principe pour composer la formule courante, le principe de totalité. Cette formulation est en effet absente des écrits d'un Thomas d'Aquin et il nous semble à raison. En effet, dans l'ordre des sciences morales, pour lesquelles ce concept de totalité sera appliqué, un principe est ce qui détermine la validité ou la légitimité de l'action envisagée. Or, le seul véritable principe politique, c'est le bien commun. Car rappelons-le, Marcel de Corte l'écrit dans Réflexions sur la nature de la politique, politique qui fait régner par la loi une vie vertueuse moyenne dans la cité et morale ne font qu'un humainement parlant dans l'ordre de la nature. Le concept de totalité traite de la relation ordonnée entre les parties et le tout d'un être. Dans la société politique, un être d'unité d'ordre, c'est la clé de voûte de toute société bien constituée. Nous verrons sa signification métaphysique, nous la distinguerons de sa caricature déformée, le totalitarisme, et nous l'appliquerons à l'ordre politique pour en tirer les conséquences qui s'imposent, notamment face à une notion moderne ignorée d'Aristote et de Thomas d'Aquin, celle de subsidiarité, un pseudo-principe qui est souvent et à tort opposé au totalitarisme comme un remède alors qu'il n'en est rien. Dans une première partie, nous allons voir le fondement métaphysique de ce concept. Commençons comme il se doit par le commencement, c'est-à-dire par la métaphysique. Le concept de totalité n'est pas une simple opinion politique ou une option sociologique. Il est une loi de l'être. Il énonce une vérité simple et profonde. La partie est ordonnée au tout. La partie n'existe et n'a de sens que par et pour le tout dont elle est la partie. Considérez la main. Elle est une partie du corps. Toute sa perfection, toute sa raison d'être lui vient de son ordination au corps. Une main séparée du corps n'est plus une main, sinon de nom. C'est un cadavre, une matière en décomposition, ayant perdu sa finalité, qui était de servir le tout, c'est-à-dire le corps. De même, une corde dans un orchestre n'a de sens que par la symphonie qu'elle contribue à produire. Isolée, son jeu devient inintelligible. Ce concept s'éclaire admirablement à la lumière des 4 causes dont nous avons parlé dans un podcast dédié que je vous invite à écouter. Le tout agit à l'égard de ses parties comme une cause formelle et une cause finale. Il est la forme qui donne unité et cohésion à la multiplicité des parties. Et il est la fin, le bien, en vue duquel les parties opèrent. La main agit en vue du bien de tout le corps. Les parties sont donc pour le tout ce qui tient lieu de cause matérielle. Il faut cependant distinguer la nature des tout dont nous parlons. Il existe en effet des tout substantiels et des tout d'ordre. Un tout substantiel, comme un organisme vivant, un homme ou un animal par exemple, possède une unité si parfaite que l'opération de la partie est entièrement celle du tout. Le mouvement de la main est le mouvement de l'homme. Un tout d'ordre, en revanche, possède une unité, disons, plus lâche, une unité de finalité et de coordination. Nous avons déjà abordé cet aspect dans le podcast sur l'individu et l'État. L'un est le multiple. La société politique ou la famille sont de tels tout. Thomas d'Aquin, dans son commentaire de l'éthique d'Aristote, nous donne une distinction capitale. Il écrit « Une partie de ce tout peut posséder une activité qui n'est pas l'activité du tout, comme un soldat dans une armée possède une activité qui n'est pas celle de toute l'armée. Néanmoins, le tout lui-même aussi possède une opération qui n'est pas propre à l'une de ses parties, mais qui est propre au tout, par exemple, le combat de l'armée. Retenons cette distinction, elle est capitale. La société politique est une unité d'ordre. Les parties qui la composent, les personnes, les familles, les corps intermédiaires de la sphère du social, ont leur opération propre, leur finalité propre. Mais ces opérations et ces finalités sont elles-mêmes ordonnées à l'opération et à la finalité du tout, qui est le bien commun. L'ordination de la partie au tout est donc totale, mais elle respecte la nature et l'intégrité de la partie. C'est là toute la subtilité du concept de totalité appliqué aux politiques et toute la difficulté de la théorie politique. Passons donc à la deuxième partie, qui consiste à étudier le concept de totalité et sa contrefaçon, le totalitarisme. Cette doctrine de l'ordination totale de la partie au tout est aujourd'hui suspecte pour nombre de penseurs contemporains. L'esprit moderne imbu d'individualisme y voit immédiatement le spectre du totalitarisme. Il est donc de la plus haute importance de dissiper cette confusion qui est une erreur philosophique majeure. Le totalitarisme n'est pas une simple tyrannie. La tyrannie, nous enseigne Thomas d'Aquin, notamment dans le De Regno, est un régime politique, qu'il soit monarchique, oligarchique ou démocratique, qui ne poursuit pas le bien commun, mais qui poursuit un bien privé de son ou de ses gouvernants.
Le totalitarisme est bien pire encore que la tyrannie. C'est une perversion intrinsèque à la société politique. Il consiste précisément à nier la distinction que nous venons d'établir, en traitant la société politique, qui est un tout d'ordre, comme si elle était un tout substantiel et organique. Dans un régime totalitaire, l'État absorbe les personnes et les corps intermédiaires. Il ne se contente pas d'ordonner leurs activités au bien commun, il va les nier dans leur essence, il les prive de leur finalité propre pour en faire de simples rouages, de purs instruments au service d'un tout hypostasié, qu'il puisse s'agir de la race, de la classe ou de l'État lui-même. La partie n'est plus une partie vivante et ordonnée, elle est une simple matière indifférenciée, entièrement fondue dans la masse et par là même asservie et sacrifiable. L'individu devient un numéro et une pièce interchangeable et jetable. Les communautés naturelles et sociales disparaissent. Ce qui peut donc surprendre, c'est que le concept de totalité, bien compris, est le rempart le plus solide contre le totalitarisme, car il fonde la légitimité de l'existence et de l'action propre des partis. Le totalitarisme, au contraire, c'est la négation même du concept de totalité, car en détruisant les partis, il détruit le tout lui-même. Une société politique sans famille, sans corps de métier, sans citoyens jouissant d'une sphère d'action propre, n'est plus une société politique, mais une sorte de machine. Passons donc à notre troisième partie, le concept de totalité dans l'ordre politique. Appliquons maintenant donc ce concept à son domaine d'élection, la société politique, la cité. La société politique est une société parfaite d'ordre naturel, c'est-à-dire qu'elle possède en elle-même tous les moyens nécessaires à sa fin, à sa réalisation. Et quelle est cette fin ? C'est le bien commun. Le bien commun n'est pas, comme le voudrait la pensée libérale issue du nominalisme, la somme des biens particuliers des individus. Une telle conception est absurde, car elle ignore la nature sociale et politique de l'homme. L'homme, nous dit Louis Lachance dans l'humanisme politique de Thomas d'Aquin, constatant qu'il ne possède qu'en germe le capital de civilisation et de culture que représente le bien humain, éprouve spontanément le besoin de se joindre à d'autres. Le bien commun est cet ensemble de conditions sociales, cette paix, cette concorde, cette vertu moyenne, cette suffisance de biens matériels qui permet aux personnes et aux familles d'atteindre leur perfection. Comme le dit encore Lachance, sans l'influence de l'État, sans le climat d'idées, de vertus, d'art et d'aisance matérielle qu'il crée, la plupart des citoyens croupiraient dans l'ignorance et le vice. Le rôle du prince, de l'autorité politique, est d'être la cause efficiente du bien commun. Il est, selon le mot d'Aristote, l'architecte de la société politique. Sa fonction est d'ordonner toutes les parties de la société à sa fin commune. Cette ordination est totale. L'homme, en tant que membre de la société politique, est tout entier ordonné au bien commun politique. Thomas d'Aquin l'affirme sans détour dans la Somme théologique. L'homme tout entier est ordonné comme à sa fin à l'ensemble de la communauté dont il est une partie. Cette affirmation peut choquer nos esprits modernes, habitués à penser en termes de droit de l'individu contre la société, et à cloisonner et diviser le réel en parties autonomes. Mais elle est d'une rigueur logique implacable. L'individu est partie, la société politique est le tout. Or, la partie est pour le tout. Il ne s'agit pas, redisons-le, d'une instrumentalisation de la personne, car dans l'ordre qui est le sien, l'ordre naturel, la partie est ordonnée au bien de la communauté, car c'est par ce bien commun qu'elle poursuit en fait son véritable bien. Comme le dit Thomas d'Aquin, celui qui recherche le bien commun de la multitude par voie de conséquence recherche aussi son bien propre, dans la Somme théologique. L'erreur du personnalisme politique, popularisé par Jacques Maritain, est précisément de renverser cet ordre, en posant la personne comme fin ultime de la société politique. Il subordonne le tout à la partie, le bien commun au bien particulier. Il vide la politique de sa substance et la réduit à n'être qu'une servante des aspirations individuelles, ruinant ainsi la notion même d'autorité et de bien commun. Les religions diverses, et en particulier une version libérale et moderniste du catholicisme, tombent dans la même erreur lorsqu'elles prétendent subordonner la politique au salut de l'individu. C'est ce que Bernard de Midelt nomme le personnalisme religieux. Dans notre quatrième partie, nous allons voir la totalité et en face la subsidiarité. Une objection majeure et qui vient du monde intellectuel occidental, plutôt catholique, est opposée au concept de totalité mal compris et confondu avec le totalitarisme, c'est le pseudo-principe de subsidiarité. Vous aurez d'une part compris pourquoi cela ne peut être un principe politique, et d'autre part, nous allons maintenant démontrer qu'il s'agit d'un concept erroné. C'est notamment le pape Pie XI dans l'encyclique Quadragesimo Anno qui introduit cette idée dans la pensée contemporaine. Il énonce qu'on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur propre initiative. Ce serait, dit ce pape, commettre une grave injustice et troubler d'une manière très dommageable l'ordre social. Certains voient dans ces deux concepts, totalité et subsidiarité,
une antinomie irréductible. Le concept de totalité affirmerait la primauté de l'État, tandis que le concept de subsidiarité affirmerait celle des corps intermédiaires, des corps inférieurs et des personnes. Cette opposition est artificielle et repose sur une méconnaissance de la nature de la société politique comme tout d'unité, d'ordre. En réalité, il n'y a pas d'antinomie entre le tout et ses parties, mais une subordination. Le concept de totalité est premier et fondateur. Le concept de subsidiarité est une théorie politique qui méconnaît les subtilités du réel. En effet, pour que le tout existe et poursuive sa fin, il faut que les parties qui le composent existent et soient saines. Un tout ne peut être bien ordonné si ses parties sont atrophiées ou empêchées dans leurs actions propres. Inutile d'ériger cet aspect en principe. Il fait partie intégrante du concept de totalité appliqué à une unité d'ordre. L'autorité politique, en ordonnant la société politique au bien commun, doit donc non seulement respecter, mais aussi aider et soutenir l'action des personnes et des corps sociaux, familles, communes, corporations diverses. Elle ne doit se substituer à eux que lorsqu'ils sont défaillants, car leur action nuit au bien commun. Le concept de subsidiarité est donc inutile, car il se veut une limite à l'autorité de l'État, comme une espèce de norme qui guiderait son exercice. Or, la juste application du concept de totalité à un tout d'ordre, où les parties ont leur propre consistance et leur propre sphère d'activité, se suffit à elle-même. L'État ne doit pas faire ce que la famille peut faire, non parce que son autorité serait limitée par la perfection supposée des familles, mais parce que le bien commun lui-même exige que la famille accomplisse sa mission propre. L'État ordonne, il ne se substitue pas. Il unifie, il n'uniformise pas. Par là même, les théories familialistes se voient disqualifiées. L'erreur moderne est d'avoir fait de la subsidiarité un pseudo-principe de défense contre l'État, un droit à l'autonomie contre le pouvoir. C'est là une conséquence de la vision libérale de l'autorité politique comme un ennemi potentiel de la liberté individuelle par contre-coup. Dans une société politique saine, ordonnée au vrai bien commun, l'autorité n'est pas une menace, c'est un principe d'ordre. En conclusion, le concept de totalité, loin d'être une porte ouverte sur l'oppression, est la condition même d'un ordre politique et social juste et harmonieux. Il nous rappelle que nous ne sommes pas des atomes isolés, mais les parties d'un tout qui nous dépasse et nous perfectionne. Il fonde la nécessité et la dignité de l'autorité politique dont la charge est de conduire la multitude vers le bien commun.